La campagne vaccinale contre le Covid-19 suit son cours dans le Grand Lomé, une stratégie pour mieux gérer cette maladie. Que se passe-t-il concrètement sur le terrain? En savoir un peu plus dans ce journal. Le Togo recense la couverture forestière de son territoire, une initiative pour mieux planifier les futures actions de gestion durable des ressources forestières. Le ministre en charge de l'environnement s'est rendu dans ce sens sur certains sites pour le compte du deuxième inventaire forestier national. Et puis l'exercice au Bangame Express 2021 a pris fin avec au programme plusieurs activités. Le dernier jour est axé sur la lutte contre la piraterie maritime, une initiative à mettre à l'actif de la préfecture maritime et tous les services de veille qui interviennent dans l'action de l'État en mer. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, a effectué ce samedi une visite de travail et d'amitié au Togo. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé par le chef de l'État, Fort Essozimna Gnassingbé. Je vous propose quelques images de son arrivée. Regardez. Le président nigérien Issoufou Mahamadou et le président de la République Faure Essozimna Gnassingbé ont eu des échanges sur les questions d'intérêt commun au plan bilatéral. Les discussions ont également porté sur les sujets d'ordre sous-régional. Au moment où le président Issoufou Mahamadou s'apprête à passer le témoin, il a remercié le chef de l'État togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, pour la franche collaboration et la qualité des relations de coopération entre Lomé et Niamey. Issoufou Mahamadou a émis le vœu de voir ce partenariat s'intensifier davantage pour le bien des peuples togolais et nigériens. Et il a également félicité le président de la République pour son appui dans la lutte contre l'insécurité dans la sous-région et dans le Sahel. Le président Faure Gnassingbé a en retour exprimé ses chaleureuses félicitations à son homologue nigérien pour ses actions remarquables en faveur de la paix et du développement dans son pays et surtout pour l'intégration de la région au niveau du continent africain. Le président de la République du Niger a quitté donc Lomé cet après-midi. Voilà pour la visite de travail du président nigérien au Togo. Et je vous l'annonçais en titre, la campagne de vaccination contre le Covid-19 se poursuit dans le Grand Lomé. Les centres dédiés à cette opération sont ouverts tous les jours aux personnes ciblées. Une de nos équipes s'est rendue dans les centres médico-sociaux d'Adétikopé et Bekota pour s'enquérir du bon déroulement de cette campagne vaccinale. Un reportage de Solange Amandé présenté par Sonia Amenipo. La campagne de vaccination anti-Covid-19 bat son plein ici au centre médico-social d'Adétikopé. Elle se déroule en plusieurs phases. D'abord, il faut se faire enregistrer, puis se faire vacciner, ensuite se faire pointer et enfin passer 15 minutes au repos avant de repartir. Je viens de recevoir mon vaccin il y a plus d'un quart d'heure. Je me sens bien.
je n'ai pas de soucis. À l'endroit de mes frères et sœurs qui peut-être sont intoxiqués par des rumeurs qui disent que peut-être que c'est un poison là qu'on nous introduit dans l'organisme, je dirais non, je ne crois pas en ça. C'est une politique commerciale. Je pense qu'il vaut mieux éviter que de chercher à guérir. Et quand on se vaccine, on est protégé. On ne sera plus malade. Qu'ils soient courageux, peut-être qu'ils ont peur. En nous voyant même, ils diront que il n'y a plus de peur. Je les encourage à venir se faire vacciner comme moi. Que ce soit au CMS à Déticopé ou à Bekpota, ces personnes âgées de plus de 50 ans ont compris l'enjeu de cette campagne de vaccination. Elles ne se font pas plier. Je me suis fait vacciner pour que je puisse aussi éviter la maladie là dans ma famille. Il faut que la population togolaise essaie de comprendre que c'est pour notre bien. Chez nous, au CMS Bekpota, la campagne se porte bien. Voilà. Donc, il y a des patients qui viennent de 50 ans et plus. La meilleure façon de se protéger, c'est la vaccination. Depuis le début, nous avons vacciné beaucoup de personnes âgées de plus de 50 ans. On peut les rassurer que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas eu des complications après la vaccination. Donc d'adhérer massivement parce que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est des fake news et qui peuvent se faire enrôler et se faire vacciner sans aucune crainte. Pour ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement sur les sites, des agents vont à leur rencontre. La stratégie de la vaccination qui est adoptée, nous aurons des équipes qui iront sur le terrain. D'un centre à un autre, les consignes sont strictes. Aucune personne ayant moins de 50 ans et n'ayant aucune comorbidité n'a accès au site de vaccination. Se faire vacciner, oui, mais le seul moyen de se protéger contre le Covid-19 reste le respect des mesures barrières. Le Togo a entamé son deuxième inventaire forestier national, un inventaire qui se fait à travers la collecte des données sur le terrain. Cette opération a démarré il y a environ 2 semaines dans la Maritime et dans les plateaux. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières s'est rendu sur un site à Boko dans l'Ougou pour d'abord encourager les équipes et s'assurer de la bonne exécution du travail sur le terrain. Le résultat de cette opération va donc permettre au Togo de connaître le niveau de dégradation de la forêt pour davantage améliorer la couverture forestière. Sylvain Abdou. C'est depuis le 12 mars dernier qu'ils ont été déployés sur le terrain en vue de la réalisation du deuxième inventaire forestier national. L'équipe est composée de forestiers et de botanistes. 4 sont déployés dans les plateaux et 2 dans la maritime. Il s'agit par cet inventaire de faire la collecte des données qui se fait à travers cet exercice destiné à détecter et à identifier les zones où sont enfouis des matériaux en vue de recueillir les informations susceptibles d'évaluer le potentiel forestier. Ceci pour donc vérifier si la superficie forestière a augmenté ou diminué d'une année à une autre. C'est d'arriver à voir quelle est la dynamique des peuplements forestiers. Puisque les mesures qui ont été prises en 2015, il faut voir s'il y a une évolution. Est-ce que ça a grandi en diamètre, en hauteur, pour essayer de faire une évaluation et actualiser la base de données forestières et cartographiques. Cet inventaire se fait chaque 5 ans. Cela voudrait dire que le dernier a été réalisé dans la période de 2015 à 2016. Et pour le compte de ce deuxième inventaire, c'est le programme RED+, qui apporte son appui technique au gouvernement. Et c'est l'une des équipes de cette coordination qui assure le suivi sur le terrain en vue de la bonne exécution des activités pour une meilleure collecte des données. Nous essayons de voir les équipes sur le terrain, premièrement pour les encourager, pour leur demander les difficultés qu'ils ont, comment ils ont géré ça, comment est-ce qu'ils attendent pour qu'on les aide pour certaines difficultés. Et aussi nous voyons le matériel que nous les avons donné. Est-ce qu'ils utilisent les matériels là comme on les avait appris à la formation? Et les matériaux qui sont défectueux, on a pris certains matériels avec nous. Donc on essaie de changer le matériel défectueux et on prend celui qui est mieux pour les faciliter le travail sur le terrain. L'un des sites retenus dans les plateaux, Boko, dans l'Ougou. Et c'est ici justement que le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières a fait le déplacement pour constater ce qui se fait, évaluer le niveau de réalisation de cette opération.
Une opération qui, selon le ministre, est d'une importance capitale pour le gouvernement, celle de parvenir à réaliser les 25% de couverture forestière à l'horizon 2025. Il y a eu un premier inventaire dans l'histoire du Togo en 2015. On a les éléments et on nous a fixé comme objectif d'aller jusqu'à 25% et plus. Maintenant, nous avons le devoir de savoir, mais actuellement là, quelle est la situation. Parce qu'entre 2015 et 2020, il y a eu certainement beaucoup de choses qui se sont passées et qu'il y a eu des déforestations, il y a eu des feux de brousse, il y a eu beaucoup de phénomènes naturels. Il faut au moins qu'on s'assure que ce qui avait été relevé en 2014 est toujours sur place. Et voir maintenant le challenge qu'on nous a fixé, ou du moins le challenge que nous nous sommes fixés, pour voir comment nous allons l'atteindre en 2025. Ces initiatives vont donc permettre au Togo d'assurer une meilleure protection de l'environnement, une protection qui nécessite également une bonne administration forestière. Et c'est dans ce sens justement que le ministre a tout de même saisi l'occasion pour officiellement lancer ici à Kamina dans le Gou les travaux de construction de la direction régionale de l'environnement des plateaux, une infrastructure à 2 niveaux qui va être bâtie sur une superficie de 500 mètres carrés pour un espace de 2 hectares acquis. Et pour la restauration des terres dégradées au Togo, une solution vient d'être trouvée. Il s'agit de la mise en œuvre du projet Gestion durable des terres et écosystèmes des zones semi-arides du Nord Togo. Des études ont montré que 4% des terres exploitables au Togo sont dégradées et justement ce nouveau projet vient contribuer à renverser la donne. Antoinette Omao, faut voir. À la hauteur. 4% des terres exploitables au Togo sont dégradées. Les régions des savanes et de la Kara sont les plus touchées. Le projet de gestion durable des terres et écosystèmes des zones semi-arides du Nord Togo vient mettre sur les rails le processus de restauration de ces terres. On va accompagner les populations pour qu'elles puissent développer les filières porteuses, par exemple développer les filières de karité, d'anacarde, qui, elles, ne sont pas trop sujettes dans l'état de dégradation où la terre se trouve. Ces filières peuvent aider à restaurer les sols. Et une fois restaurés, ces sols-là vont permettre maintenant d'augmenter la production. Le projet va travailler avec les représentants de l'agriculture au niveau local et régional pour pouvoir adopter les bonnes mesures de gestion durable des terres. Les populations vont apprendre les bonnes pratiques de restauration et bénéficier aussi de nouvelles moyens de subsistance. À travers ce projet, il s'agira de repenser le développement pour une gestion efficiente et durable. Face à la déforestation et l'utilisation non contrôlée des engrais, des solutions à long terme sont envisagées. Les terres sont dégradées. Il y a la déforestation. Il y a l'émission des gaz à effet de serre. Mais en réalité, tout ce mécanisme est dû à l'action de l'homme. Quand vous regardez bien les ressources forestières togolaises, elles sont rares dans la région des savanes et au fur et à mesure, le plus grand stock se trouve dans la région des plateaux. Nous avons des enjeux majeurs les 10 prochaines années. D'abord, mettre tout en œuvre pour restaurer ces terres dégradées et puis ensuite faire en sorte que par la forêt, on essaye de réduire au maximum les gaz qui détruisent aujourd'hui la vie. La mise en œuvre de ce projet permettra d'accompagner les producteurs à restaurer leurs terres pour une exploitation bien réussie. À Kara, une réunion s'est tenue dans le contexte de la mise en œuvre du projet de transformation agroalimentaire. L'Agence de promotion et de développement des agropoles au Togo va travailler avec le mécanisme incitatif de financement agricole pour accélérer les activités du dit projet. Les deux partenaires ont de ce part échangé avec les acteurs impliqués pour un meilleur cadrage. Nestor Mouzou.
L'agrandissement de l'agropole de Kara et l'accélération du mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le risque MIFA ont été retenus par le gouvernement comme priorité dans sa feuille de route 2020-2025. Étant entendu que la PRODAT, agence de promotion et de développement des agropoles au Togo, qui pilote les activités de la mise en place de l'agropole de Kara, et le MIFA sont appelés à se compléter, ces deux structures ont trouvé nécessaire de rencontrer les acteurs intervenants dans le projet en vue de l'atteinte des objectifs assignés. Les deux entités ont tenu deux réunions. La première à la direction régionale de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural. La deuxième à Broukou, qui est au cœur de l'agropole pour situer les acteurs sur le rôle de chaque entité. Le MIFA intervient dans l'appui et accompagnement des acteurs des chaînes de valeur agricole, en matière de financement surtout. Donc, comme au niveau de l'agropole, nous intervenons dans le cadre de la structuration des acteurs, au niveau des filières, donc nous allons bénéficier des services de MIFA pour pouvoir renforcer nos interventions en ce qui concerne particulièrement l'accès au crédit des acteurs des chaînes de valeur agricole. Nous interviendrons donc aux côtés de la PRODAT pour pouvoir faciliter l'accès des agriculteurs non seulement au crédit bancaire, mais aussi aux intrants et aux autres facteurs de production qui vont leur permettre de booster leur production, d'améliorer la productivité et d'être au rendez-vous des besoins des transformateurs une fois que l'agroparc sera en place et que les unités industrielles seront fonctionnelles. Les acteurs de terrain ont bien saisi la complémentarité qui existe entre la PRODAT et le MIFA. Nous avons pu obtenir des échanges avec MIFA en appui avec la PRODAT. L'échange comment produire les céréales et produire beaucoup. Donc nous sommes fiers de les recevoir. Nous souhaiterons que les projets puissent bien démarrer. Aprodat nous aider à mieux organiser en coopérative. Aujourd'hui, avec l'appui aussi de MIFA, pour nous soutenir dans les financements, tout le monde est satisfait. Par rapport à l'agropole de Kara, la mobilisation des parcelles se poursuit. Après, le recensement des parcelles et leur délimitation seront effectués, ce qui va permettre la signature des attestations de mise à disposition de ces parcelles, puis suivront l'aménagement et l'exploitation. Toujours à Kara, les responsables de la Direction nationale du contrôle financier, de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique ont effectué une tournée à travers le pays. Ils sont allés à la rencontre des ordonnateurs de crédit qui sont alloués par l'État pour échanger avec eux sur le travail que feront les contrôleurs financiers qui ont été déployés désormais dans toutes les régions du pays. L'étape de la Kara avec Nestor Mouzou. Le gouvernement togolais a abandonné le système de budget de moyens pour adopter le mécanisme de budget-programme. Ce basculement a engendré la nomination des contrôleurs financiers délégués auprès des ordonnateurs de crédit dans la mise en œuvre de la déconcentration de l'ordonnancement conformément aux dispositions de la loi organique numéro 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances. La mission qu'effectuent les responsables de la Direction nationale du contrôle financier et de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a pour intérêt d'informer et de sensibiliser les acteurs budgétaires dans les différentes régions du pays sur leur rôle et responsabilités et de leur assurer que les contrôleurs financiers sont disponibles pour les accompagner dans cette nouvelle mission. Aujourd'hui, le contrôle financier est réellement déconcentré et il est de bon ton qu'on vienne expliquer aux acteurs le rôle du contrôleur financier. C'est un acteur nouveau, mais il faut qu'ils comprennent le sens pour lequel l'autorité a cherché à les approcher pour qu'il y ait un respect de la réglementation financière. Parce que l'argent de l'État doit être géré avec les règles. Le contrôleur financier joue le rôle de contrôle a priori de l'exécution des opérations budgétaires, que ce soit en matière de recettes ou en matière de dépenses. Mais au niveau de l'État, le contrôleur financier joue seulement le rôle de contrôleur a priori au niveau des dépenses. Mais au niveau des collectivités, il joue le rôle de contrôleur financier et au niveau des recettes et au niveau des dépenses. Les contrôleurs financiers constituent donc l'œil du ministre en charge de l'économie et des finances auprès des acteurs budgétaires. Par leur travail, ils sont appelés à contribuer à la bonne gestion des finances publiques pour la promotion de la bonne gouvernance au Togo.
L'exercice Obangame Express 2021 organisé par la préfecture maritime s'est achevé. Tous les services de veille qui interviennent dans l'action de l'État en mer y ont pris part. Le dernier jour de cette rencontre a été axé sur la lutte contre la piraterie maritime. Exercices qui ont pour objectif de protéger les côtes togolaises des réseaux mafieux. Ramdan Bassina. Pour le clap de fin de l'exercice Obangame Express 2021, la piraterie maritime était au cœur des opérations de simulation. Intercepter un navire attaqué par des pirates, évacuer les blessés, coordonner l'exercice, telle est la teneur de cette manœuvre. Avec à sa disposition des cellules de communication, d'animation et de réflexion, la préfecture maritime mène à bien le sauvetage du navire et de l'équipage. L'exercice Obangame Express 2021, comme des exercices précédents, ont permis aux États du Golfe de Guinée de lutter efficacement contre la criminalité maritime. L'ensemble de ces problématiques est une question de sécurité. Je vous donne un exemple, que la pêche illégale pour l'Afrique, plus de 100 milliards de pertes par an. C'est pour cela qu'il faut lutter contre la criminalité maritime. La pêche illicite, non réglementée et non déclarée, trafic d'armes et de drogue, la piraterie maritime sont les grands fléaux qui gangrènent le golfe de Guinée. Combattre ces menaces est donc une affaire internationale et nécessaire pour la préservation de la paix. Donc le président de la République, dans sa vision, a voulu faire du secteur maritime une très bonne gouvernance. Et c'est ça qui a permis aujourd'hui que grâce à la sécurité, vous trouvez les navires aussi nombreux dans la rade de Lomé. C'est grâce à cette sécurité. Donc il faut toujours entretenir cela pour que les bateaux puissent venir. Et je voudrais dire aussi que dans le plan national de développement de notre pays, en son axe 1, où on parle de la logistique, le secteur portuaire en est un. Avec l'appui de ses partenaires dans les États-Unis, le Togo compte bien affiner les exercices régulièrement, car selon la préfecture maritime, en matière de sécurité maritime, aucune place n'est laissée à l'improvisation. C'est devenu une tradition. Le laboratoire d'analyse des mutations politico-juridiques, économiques et sociales pour annoncer les activités scientifiques de la nouvelle année organise une conférence inaugurale pour permettre aux nouveaux doctorants et étudiants de se mettre dans le banc de la recherche. Cette année, le thème retenu s'intitule « Démocratie et développement en Afrique ». Marie-Reine Habitat, Christine Petit-Kialoudé. La démocratie, une forme de gouvernance qui encourage la participation citoyenne. Le respect des libertés publiques reste au cœur de son fonctionnement. La démocratie et le développement en Afrique, c'est donc le sujet au cœur des débats de cette conférence inaugurale du laboratoire d'analyse des mutations politico-juridiques et sociales, LAMP, de l'Université de Lomé. La question principale est de savoir si la démocratie et le développement sont consubstantiels. Selon la première tendance, pas de lien de nécessité. La seconde trouve une relation ultime. Le fait que la démocratie entraîne donc la réduction des coûts de transaction, l'accès facile au crédit, la protection des droits de propriété et l'incitation à investir, tant d'éléments qui vont aider donc au développement économique et social. Au cœur des débats, des questions aussi diversifiées que pertinentes. La démocratie à l'occidental est-elle transposable in extenso dans les pays africains? L'alternance au pouvoir est-elle l'unique facteur du développement? Les défis liés à la thématique restent encore nombreux. Si nous voulons atteindre un certain développement lié à nous, Africains, il faut chercher à faire ressortir nos valeurs culturelles avec lesquels nous allons faire un certain mélange des deux pour nous permettre de trouver nous notre voie. Nous ne croyons pas, d'une part, aux principes démocratiques que nous importons. Alors il serait difficile de prétendre jouir des fruits. Un exemple, le principe de la liberté, le principe de la consultation. Il faudrait respecter les principes. L'existence d'un système assurant la sécurité des personnes et des communautés
constitue donc un élément essentiel du développement et même de la démocratie fonctionnelle. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile vient de bénéficier d'un important lot de matériel d'appui. C'est un don du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés réceptionné par le secrétaire général du dit ministère, Issaka Aruna, avec à la voix Ramdan Bassina. Des ordinateurs, des téléphones portables, des dispositifs de lavage de mains et du savon. C'est un don du bureau Togo du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Du matériel destiné principalement aux services d'immigration au niveau des frontières terrestres. Le mandat du HCR est l'assistance, la protection aux réfugiés demandeurs d'asile, aux apatrides, aux déplacés internes. Et avec la Covid-19, les conditions sont encore un peu plus compliquées et le HCR a voulu appuyer les services d'immigration qui sont au premier front dans l'accueil de ces personnes dans les différents pays d'asile. C'est un don qui vient renforcer les capacités opérationnelles de ces services, notamment dans l'enregistrement et l'arrivée aux frontières des demandeurs d'asile. Il permet également au gouvernement de renforcer sa gestion dans la lutte contre la Covid-19. Le secrétaire général du ministère de la Sécurité, le lieutenant-colonel Vincent Akobi, a exprimé sa gratitude aux donateurs et lui a rassuré du bon usage du matériel. Et pour sa part, l'Agence de promotion des investissements et de la zone franche dispose désormais de son logo, un chef-d'œuvre issu d'un concours lancé en fin d'année dernière. Cette nouvelle identité est conçue aux couleurs nationales par l'agence Imagine Demain, qui a reçu un chèque de plus d'1 million de francs CFA. Dodo Aré. C'est le logo qui définit la nouvelle identité visuelle de l'Agence de promotion des investissements et de la zone franche API-ZF. Un logo qui met en avant la vision du Togo de consolider la politique d'attractivité économique amorcée. Un chef-d'œuvre de ce jeune Togolais qui a su traduire par les traits d'un crayon la vision de l'agence de foisonner les investissements pérennes au Togo. Nous avons conçu un logo qui est simple et moderne et qui représente l'idée de modernité, l'idée d'ouverture du Togo vers le monde en termes d'investissement. Le logo répond à cette vision qui est de sécuriser les investissements, pérenniser les investissements, d'accroître les investissements. Donc nous avons tenu compte de toutes les missions de la PZF pour pouvoir réaliser ce travail. Nous sommes contents que le logo soit retenu. Le concours était également basé sur la proposition d'une signature à l'API-ZF. Aucune ne répondait malheureusement aux exigences fixées. Ils étaient 24 postulants congratulés par le ministre en charge des investissements. Je voudrais avant toute chose féliciter tous les candidats pour leur participation à ce concours et pour l'expression de leur talent. Notre souhait aujourd'hui est que ce logo et son positionnement permettent de porter très haut les couleurs du Togo, aussi bien auprès des investisseurs étrangers que locaux. Qu'ils participent à la construction d'une image forte pour le Togo et fassent de l'Agence de promotion des investissements et de la zone franche API-ZF la porte d'entrée indiquée pour tout investisseur au Togo. L'API-ZF est une nouvelle agence voulue par le gouvernement pour renforcer les dispositifs institutionnels mis en place pour attirer les investisseurs. La création de ce logo n'est que le début des grands résultats attendus de cette agence. À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, 5 plasticiennes togolaises ont exposé leurs œuvres à Lomé, une initiative de la Commission nationale de la francophonie et partenaire. Sonia Ameniko nous en dit un peu plus. Sur ce tableau, un visage à la fois qui pleure et rit, l'incertitude, une contraste entre la gaieté et la tristesse qu'exprime la jeune plasticienne et l'auteur des Sopo à travers cette œuvre. L'œuvre a reçu le prix spécial de la Commission nationale de la francophonie. On se trouve devant l'œuvre intitulée
incertitude. Le visage qui est sur la toile est en train de verser des larmes. Et de l'autre côté, et c'est comme si c'est un éclat dans les yeux de l'image. Je suis tellement contente. Ça me fait énormément plaisir. Très important pour moi de recevoir ce prix-là. Le jury a statué sur 3 critères. Le critère de la pertinence par rapport à la thématique, le critère de l'originalité et puis le critère de la qualité de l'œuvre elle-même. Cette création artistique est le fruit d'une semaine de résidence qui a réuni 5 artistes plasticiennes togolaises. L'initiative s'inscrit dans la dynamique de la célébration de la Journée internationale de la francophonie. L'édition de cette année met un accent particulier sur la résilience des femmes face au Covid-19. Pendant toute cette année de pandémie, c'est la femme qui est en première ligne dans tous les combats. Donc c'est pour cela que nous avons voulu placer aussi cette résidence de création sur cette thématique de la résilience pour pouvoir accompagner surtout les jeunes plasticiennes. Et la caractéristique de cette résidence, c'est que c'est aussi une formation parce que nous en avons profité pour leur donner quelques éléments de management. Le ministre en charge de la culture salue la démarche qui s'accorde avec la politique culturelle du gouvernement. L'art togolais se porte bien et elle est aussi tenue en grande partie par des femmes. Et aujourd'hui, ce que nous venons de voir confirme que nous avons encore des femmes artistes en herbe qui sont en train d'arriver. C'est pour soutenir cette résilience de la femme togolaise qui aujourd'hui n'est plus à démontrer dans tous les secteurs d'activité. Ces œuvres sont exposées ici à la Commission nationale de la francophonie jusqu'au 31 mars. L'accès est libre et gratuit au public. Fin à ce journal, merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Lucassi. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.